Alors, Roland, vous présentez cette année en compétition documentaire, votre film La Montagne d'Or, qui parle des chercheurs d'or au Niger. Avant d'en venir plus précisément à ce film, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rapport au continent africain? Vous y avez vécu un petit peu pendant votre jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, parce que c'est vrai que je ne serais pas arrivé là-bas si j'avais pas grandi à Tamanrasset. Tamanrasset, c'est la ville du Grand Sud algérien, dans le Sahara central. Donc j'y ai vécu quand même 8 ans. J'ai fait mes premières années d'école là-bas, j'ai fait l'école en arabe. Mes parents ont adopté un jeune Touareg qui est venu après avec nous en France. Donc j'ai gardé un lien assez fort avec l'Algérie, l'Afrique du Nord en tout cas, et le Sahara. J'y étais retourné à 20 ans, et ça faisait longtemps que je voulais faire un film dans le Sahara. Voilà. Quand j'ai entendu parler d'Arue vers l'or, en fait c'est des amis de Tamanrasset qui m'en ont parlé via Facebook, tout ça, en me disant que, dis donc, il y a un sujet hyper fort là, Roland, il faudrait que tu fasses un film là-dessus. Donc c'est là que j'ai commencé à mûrir ce projet. Et comment est-ce qu'on réussit à approcher, entre guillemets, ce type de personnes qui sont dans des activités à la frontière entre l'illégalité, comment vous les avez rencontrés en fait, et comment vous avez réussi à vous faire accepter de ce groupe qu'on découvre dans le film? Bah, ça a été un très long processus, assez compliqué parce que du coup, au début, la ruée vers l'or, qui a débuté à peu près dans les années 2000-2015, donc elle s'est jouée vraiment sur des deux côtés de la frontière nigéro-algérienne. Au début, je pensais le faire du côté algérien, mais je me suis vite rendu compte que c'était illégal en Algérie et que j'aurais jamais aucune autorisation pour le faire. Donc c'est pour ça que je me suis retourné vers le Niger, côté nigérien, donc nord Niger. Donc je suis parti en repérage avec la confiance d'un producteur. Je suis parti, donc du coup j'ai fait des premiers repérages, mais alors le film n'était pas encore vraiment financé, etc. Donc je l'ai fait un peu clandestinement. Donc je suis un peu allé sur les sites, directement dans les mines. Au départ, je me suis un peu déguisé en Touareg avec mon fixeur qui était Touareg. Enfin déguisé, c'est-à-dire j'avais la tenue Touareg et des lunettes de soleil. Et du coup, on savait pas, enfin de loin, on savait pas qu'il y avait un blanc dans le coin. Et ça, pour des questions de sécurité, tout ça, c'était ce qu'il fallait faire. Je me suis un peu immergé dans des campements. Et c'est là que j'ai trouvé les personnages, directement sur place, quoi. Après, c'est vrai que c'est des endroits très loin. Il faut faire des grands voyages. Enfin, avant de tourner une image, il faut arriver d'abord à Niamey en avion. De Niamey, il faut prendre un petit avion qui arrive à Agadez. D'Agadez, il faut prendre une voiture, des voitures tout-terrain, enfin mener un peu une expédition pour arriver jusque dans une petite ville à l'orée du désert, petite oasis, et de là-bas partir encore. Donc ça met à peu près 4 jours avant d'avoir la première image. Alors l'autre problématique, c'est que il n'y a pas tellement de réseau téléphonique, donc du coup, c'est vrai que j'ai trouvé les personnages, j'ai trouvé Moussa. J'ai senti que tout d'un coup, il pouvait vraiment pouvait faire personnage pour le film dans cette mine d'or à Araki. Et le décor aussi était assez fort. Donc là, j'ai tout d'un coup le film j'ai commencé à visualiser que c'était possible. Et il fallait aussi que trouve une manière de faire, d'établir une sorte de contrat avec eux sur la manière dont on allait filmer leur histoire. Et assez vite, j'ai compris que je ne pouvais pas juste venir comme ça les filmer, qu'il fallait qu'on fasse les choses ensemble et que du coup, ils soient là un petit peu comme des acteurs. Et donc, on a fait une sorte de contrat où quand ils participaient au film, je les payais un petit peu selon un tarif qui correspondait un peu à s'ils trouvaient bien de l'or. Voilà. Donc du coup, quand je les filmais, etc., ils étaient j'étais toujours payé en gros. Donc c'était un peu comme un processus presque comme dans une fiction où on remettait en scène leur histoire, sauf que c'est des personnages réels qui jouent leur propre histoire. La chose aussi, c'est que ça s'est passé sur plusieurs années. Donc entre le moment des repérages où j'ai trouvé les personnages, par exemple, de Moussa et toute sa bande, bon bah après
Je lui ai dit, bah, écoute, je reviens dans un an quand j'aurai financé le film, et là, on va vraiment filmer. Et effectivement, un an plus tard, je suis venu. Donc, du coup, il y a eu une espèce de truc de sérieux qui s'est créé entre nous. Ça commençait à devenir une espèce de relation comme ça, qui est à la fois de travail et à la fois d'amitié, qui s'est joué vraiment sur le long terme. Et donc, du coup, on est devenus très proches. Et là, encore récemment, on s'est encore parlé au téléphone, via WhatsApp. Voilà. Ça pourrait surprendre quand on parle d'un documentaire, justement, c'est ce que vous expliquiez. Vous parlez de décors, de personnages, d'acteurs. Est-ce que vous faites une vraie distinction entre des genres qu'on oppose souvent, qui sont le documentaire et la fiction? Ou est-ce que pour vous, ça s'interpénètre complètement? Est-ce qu'il y a vraiment une véritable scission entre les deux? Bah, là, c'est vrai que toujours, au moment de la conception du film, du financement, on me demandait toujours est-ce que c'est une fiction, est-ce que c'est un documentaire? Donc, c'est un documentaire dans le sens où je suis sur un terrain réel avec des personnages réels qui jouent réellement leur vie. Je descends dans une vraie mine, on trouve du vrai or, on fait péter un vrai bâton de dynamite. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Voilà. On est réellement à 200 km de distance du premier puits, etc. Donc tout ça est réel, mais les scènes en elles-mêmes, elles sont mises en scène. Elles sont mises en scène dans le sens où on fabrique le film ensemble, on discute de qu'est-ce qu'on va filmer, et je dis moteur, action, coupé. Les gens savent quand ils sont filmés, etc. On va dire, bon, bah maintenant, on va descendre dans la mine, on va faire cette séquence de filmage ensemble. Et c'est pas comme si je ne suis pas juste là en observateur, on va dire, un peu distant comme ça, un peu discret, et tout d'un coup, je sors la caméra et je filme ce qui se passe, la réalité brute. Je les ai regardés avant. J'ai beaucoup observé, j'ai fait des croquis, j'ai pris des photos et tout ça. Et souvent, on refait les choses. On a aussi beaucoup remis en scène beaucoup de choses, beaucoup de scènes. Et dans quelle mesure tout ça s'est joué au montage aussi avec ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, des pics dramatiques qui arrivent à un tel endroit du film. Enfin, il y a des moments de grande réussite pour les personnages et en même temps des moments de drame assez terribles. Comment vous l'avez pensé ce montage? Est-ce que vous l'avez pensé dans une idée de faire comme une fiction, entre guillemets? Alors c'est vrai que moi je viens à la base de la fiction, j'avais fait un premier long métrage de fiction. Je suis attiré à essayer de raconter les choses en essayant de s'approcher un petit peu des émotions et de l'intériorité des personnages, et d'être en immersion avec eux, un peu comme dans une fiction. Sauf que là, en essayant d'être vraiment dans le réel, avec des vrais gens et des vraies problématiques. Par exemple, il y a un moment, il y a une bagarre qui se déroule dans le film. Moi, je suis là un peu avec eux. Tout d'un coup, je vois, à distance, il y a une bagarre qui est en bas. Plus bas, il y a une bagarre qui éclate, etc. Et je comprends qu'il y a des problèmes d'eau, mais petit à petit, comme ça, je comprends, ah oui, il y a des problèmes d'eau, il y en a qui ont volé de l'eau, etc. Mais à ce moment-là, je n'étais pas avec la caméra, comment dites. Donc j'ai un temps de retard avec ça, et donc après, le lendemain, je leur dis, écoutez, est-ce que ça vous embête qu'on fasse cette scène? Et donc du coup, je vais voir l'autre groupe, et je leur dis, voilà, est-ce que eux, ils vont venir pour réclamer de l'eau, qui pensent vous avoir volé, que vous l'avez volé, mais c'est votre eau, etc. Et les autres, je leur dis, ils vous ont volé votre eau et vous y allez. Et donc on filme ça. Donc la bagarre, elle est mise en scène, quelque part, sur le moment, mais c'est vrai qu'elle prend une forme de réalisme, et on va dire qu'il l'incarne bien, parce qu'il la rejoue. Et donc tout d'un coup, il y a tout le monde qui se bat, et on comprend que l'eau est un enjeu vital pour eux, parce qu'effectivement, ils se battent pour de l'eau, parce qu'il y a la voiture qui n'arrive pas, et il n'y a pas d'eau qui arrive. Parallèlement à ça, notre propre équipe, nous, on était anxieux de savoir que notre voiture aussi, notre propre voiture ravitailleuse, n'était toujours pas revenue, et donc du coup, il n'y avait plus d'eau, et qu'on devait se rationner, etc. Comment vous percevez l'évolution de la situation au Niger? C'est quoi le futur pour le Niger? Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ce film à ce moment-là précis, parce que j'ai réussi à le faire dans une fenêtre où, déjà, c'est très difficile d'accès, cet endroit est très mystérieux, des caméras, le Sahara central est sujet à beaucoup de fantasmes, etc., parce qu'on ne le voit pas beaucoup. C'est vrai qu'avant que j'y arrive,
la situation, on va dire, sécuritaire était un petit peu compliquée. Donc là, il a fallu quand même que j'ai des escortes, etc., pour y aller. Et donc, il y a eu le Covid aussi. Donc, je suis allé, quand j'y suis allé, je pense que c'était tout d'un coup, c'était possible. Au niveau sécuritaire, ça allait un petit peu mieux. Et donc, c'était possible. J'ai eu le droit d'y aller avec escorte. Mais après, c'est vrai qu'à chaque fois que j'y allais, je me disais, ouf, j'espère que je peux y retourner. Je sentais quand même qu'il y avait un climat aussi du fait. Il y avait un climat un peu aussi anti-français que je pouvais sentir, même si avec toute l'équipe où j'étais, tous les gens avec qui j'étais, ça allait bien. D'autant qu'on n'était pas très loin des mines d'Arlit, d'Areva, d'uranium. Et donc 2 mois après le dernier tournage, même pas un mois, il y a eu le coup d'État, et donc le coup d'État militaire et après l'ambassade française a fermé. Toutes les ONG sont parties. Le Niger a suivi la même route que le Mali, le Burkina Faso. Il y avait un président qui était, on va dire, qui essayait de démocratiser un peu les choses, à essayer d'enlever un petit peu les questions de corruption, et ça c'est pas, au contraire là, ça s'est plutôt aggravé. Ça c'est d'un point de vue politique. Donc aujourd'hui c'est plus possible pour un Français d'aller au Niger. Et après d'un côté, pour le côté de tout ce qui est l'orpaillage, la ruée vers l'or, pour les orpailleurs la situation est meilleure aujourd'hui, bien meilleure, parce qu'il se passe quelque chose, c'est que le prix de l'or sur les places internationales a été multiplié par 15 en l'espace de 15 ans. Donc on était en 2010, l'or se vendait à 10 000 euros le kilo à peu près, et aujourd'hui il se vend à presque 150 000 euros le kilo en 2026. Au moment où j'ai tourné, il se vendait 60-70 000 euros le kilo, et donc ça c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ça a plus que doublé encore une fois en l'espace de 3 ans. Quand on trouve 1 gramme d'or aujourd'hui, c'est rentable d'essayer de l'exploiter. Alors que il y a 2 ans, 1 gramme d'or, ça coûtait trop cher logistiquement d'aller trouver 1 gramme d'or en plein milieu du désert, avec tout ce que ça implique, d'aller avec en voiture, de l'essence, de l'eau, etc. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces quelques questions.